Ciao, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille pour, non pas le résumé de mai comme j'avais promis. Bon, déjà, je vais vous expliquer un petit peu. En gros, il s'est rien passé en mai. Du coup, je me suis dit que j'allais faire de ma vidéo que j'ai fait sur l'Eurovision, ma vidéo résumée mensuelle de mai. Voilà. Donc, à la place, j'ai décidé d'opter pour le troisième épisode de Rise and Fall. Ça veut dire que je ne sais pas ce que je vais faire dans 2 semaines, mais bon, ça c'est pas grave. C'est une autre histoire. Ouais, Rise and Fall. Pour ceux qui connaissent pas le concept, je n'ai fait que 2 épisodes, Royaume-Uni et Iran. En gros, c'est juste qu'on veut parler de pays et de leur évolution. En gros, le but c'est que l'évolution c'est un pays qui soit parti de globalement un peu rien ou un pays un peu nul, est devenu une superpuissance dans un ou plusieurs domaines, puis est redevenu nul. En gros, ça fait un peu ce sens-là. Ça fait un triangle en gros, ça fait montée redescente. Et voilà. Vous l'avez vu dans le titre, donc aujourd'hui on va parler du Liban. C'est pas ce que j'avais prévu pour ce troisième épisode, mais en fait je me suis rendu compte que c'était un très bon exemple le Liban. Ce sera un rise and fall tourné plutôt économique. En vrai, on va pas se mentir, c'est surtout sur l'économie du Liban, la richesse que c'est un rise and fall parce qu'en soi, le pays en lui-même a jamais vraiment été top top politiquement parlant, je veux dire. Donc c'est pas vraiment un rise and fall sur ce niveau-là, mais par contre niveau économique, si. Donc c'est parti, on va directement partir de 1943, année de l'indépendance du Liban de la France. Donc après son indépendance de la France en 1943, le Liban a développé une position unique au Moyen-Orient. Beyrouth, donc capitale du Liban, est devenue le centre financier du monde arabe. Donc plusieurs facteurs l'ont aidé. Des lois strictes sur le secret bancaire, des politiques de marché relativement libres, de l'instabilité politique dans d'autres endroits de la région donc du Moyen-Orient, du monde arabe plutôt, et des capitaux affluents des États arabes riches en pétrole. Donc, vous avez compris, il y aura beaucoup de termes économiques dans cette vidéo. Pour ceux qui sont pas fans, je vous conseille de pas la regarder. Voilà, c'est tout. Je vous conseille de partir de suite. Donc, de l'argent de tout le Moyen-Orient était déposé dans les banques libanaises. Mais le Liban manquait de réserves de pétrole majeures, donc il a construit son économie autour du secteur bancaire, je l'ai dit du tourisme, du transport maritime, de l'éducation et du commerce. La capitale Beyrouth est donc devenue l'une des villes les plus cosmopolites du Moyen-Orient. Et de plus, des universités comme notamment l'université américaine de Beyrouth ont attiré plutôt des étudiants de tout le monde arabe. Le Liban est donc devenu un centre pour l'édition, le journalisme, la médecine et l'éducation supérieure. Il y a beaucoup de listes dans cette vidéo. Et au début des années 1970, beaucoup de gens appelaient le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Ce qui est quand même plutôt gratifiant. Je rappelle que la Suisse, bon, déjà niveau bancaire, on est plutôt bien. Et puis, c'est un état assez neutre. C'est un pays qui est généralement considéré comme un des meilleurs sur la planète. Donc, Suisse du Moyen-Orient, c'est assez agréable. Bon, le Moyen-Orient, c'est pas la meilleure région, mais voilà, ça contraste. Cependant, la prospérité était assez fragile. Le système politique du Liban était basé sur une balance délicate. Parmi les communautés religieuses, pardon, des chrétiens maronites, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des druzes et bien d'autres groupes religieux. Alors que les tensions régionales augmentaient, le pays a sombré dans la guerre civile libanaise en 1975. La guerre a duré 15 ans, a tué environ 150 000 personnes, a endommagé l'infrastructure, forcément c'est logique, a encouragé l'immigration des professionnels, voilà, donc en gros tous ceux qui ont fait du Liban la Suisse du Moyen-Orient sont barrés, et a affaibli les institutions de l'État, en gros c'était de la grosse merde. Mais remarquablement, le Liban s'est un peu remis après la guerre quand même, de manière assez rapide, on va dire. Après la guerre, le gouvernement cherchait à reconstruire Beyrouth et à restaurer la croissance, ce qui est forcément assez logique. Et l'ancien Premier ministre Rafik Hariri a mené des projets de reconstruction ambitieux. Au début, les choses paraissaient assez prometteuses. Le tourisme était revenu, la construction a explosé, les banques ont rapidement grandi, voilà, et les capitaux étrangers ont afflué. Cependant, un problème dangereux se développait sous la surface de toute cette beauté, de toute cette superficialité au final. Donc, en gros,
Le Liban se finançait à travers l'emprunt. C'est-à-dire que le gouvernement a accumulé une dette énorme alors que les banques ont offert des taux d'intérêt exceptionnellement élevés pour attirer les dépôts. En pratique, le système est devenu dépendant d'un afflux constant d'argent frais. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses. Donc, les déposants ont placé leur argent dans des banques. Enfin, ça c'est plutôt genre un autre logique. D'abord, les déposants ont placé leur argent dans des banques, puis les banques ont lourdement prêté au gouvernement. Donc, le gouvernement a emprunté plus pour payer des obligations existantes. Pendant des années, ça avait l'air assez durable, car l'argent continuait d'arriver. Il arrivait d'où? Il arrivait de la diaspora libanaise, des investisseurs du Golfe et des déposants étrangers, mais la croissance économique n'arrivait pas à suivre avec les dettes. Plusieurs économistes ont ensuite comparé des parties de ce système, pardon, à une structure de type Ponzi, car il comptait de plus en plus sur de nouveaux afflux pour maintenir la confiance. Mais malheureusement, tout s'est démêlé en 2019, donc assez récemment. C'est un Rise and Fall assez récent parce que là, le fall, c'est vraiment. Enfin, en gros, déjà, c'est assez particulier. Vous avez bien compris que c'est un Rise and Falls plutôt parce qu'il y a deux falls. Il y a deux rise et il y a deux falls en fait dans cette vidéo. Ça fait, là, ça n'a pas fait monter, redescente, ça fait monter, redescente, remonter, re-redescente. Euh, et du coup, la deuxième fall, c'était très récent, c'était qu'en 2019, c'est depuis 2019 que ça tombe, hein, on va pas se mentir, ça continue à tomber. La livre libanaise a perdu plus de 90% de sa valeur. Je vais vous donner un peu quelques représentations de ce que ça veut dire, deux représentations. Donc imaginons que un salaire qui un jour achetait un style de vie confortable, enfin acheter le nécessaire, quoi, pouvait acheter le nécessaire, avait soudainement la valeur d'une fraction de son pouvoir d'achat précédent, c'est-à-dire très peu. Ou encore que les économies accumulées au fil des décennies ont effectivement disparu. Voilà. C'est pas fou du coup, hein. C'est une situation assez déplaisante pour les Liban. Enfin, c'était, ça l'est toujours. Les banques ont imposé des restrictions sévères sur les retraits, ce qui n'est pas dingue non plus. Beaucoup de personnes ont découvert que, bien que leurs comptes montraient des balances substantielles, ils ne pouvaient pas accéder librement à leur argent. Voilà, ils étaient un peu condamnés. Ça a dévasté la confiance au système financier, forcément. Avant la crise, le Liban était considéré comme un pays à revenu intermédiaire supérieur, mais après, la pauvreté a surgi, les business se sont fermés, le chômage a fortement augmenté et des grandes portions de la classe moyenne ont été poussées vers le bas. Puis, le 4 août 2020, et là c'est le summum du summum, s'est produite l'explosion du port de Beyrouth. Vous en avez probablement très certainement entendu parler. Ça a vraiment fait les news en 2020, l'été 2020. Tout le monde parlait de cette explosion au Liban. Des milliers de tonnes de nitrate d'ammonium mal stockées ont explosé. Donc l'explosion a tué plus de 200 personnes, en a blessé des milliers, a détruit des grandes parties de Beyrouth et a causé des milliards d'euros de dommages. L'explosion est devenue un symbole de dysfonctionnement gouvernemental et d'échec institutionnel. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qui s'est passé au niveau du Rise and Fall. Ça fait une vidéo très courte, je me rends compte. C'est pas grave. Donc aujourd'hui, le Liban retient encore quelques forces importantes quand même. C'est quand même pas une superpuissance, mais un pays relativement puissant dans certains domaines. Donc il a une population hautement éduquée, une grande diaspora globale, ça c'est utile, des traditions entrepreneuriales et un emplacement géographique assez stratégique. Je rappelle que le Moyen-Orient, il y a beaucoup, beaucoup de pétrole. Bon, le Liban n'en a pas vraiment, comme Israël par exemple, mais c'est quand même assez important comme région. Sinon, il n'y aurait pas de guerre là-bas, je pense. Cependant, il continue quand même de galérer avec plein de choses, donc notamment ces institutions d'État qui sont faibles, une fragmentation politique, ça vous l'avez bien compris, une méfiance du système financier aussi, du coup, qui est toujours bien présente, hein, on la ressent vraiment. Des problèmes d'infrastructure, parce que bien que la guerre soit finie il y a quoi maintenant 35 ans, il y a quand même on se rappelle quand même un peu, et il y avait aussi il y a 6 ans bien sûr l'explosion du coup à Beyrouth,
qui a bien défoncé la ville. Et aussi, bien sûr, une instabilité de sa monnaie. Je rappelle que la livre libanaise a perdu, je savais même pas qu'ils utilisaient les livres là-bas, mais bon. La livre libanaise a perdu 90% de sa valeur, c'est absolument énorme. Euh, je sais même pas s'il y a un exemple plus gros que ça de toute l'histoire. J'imagine qu'il y en a, il y en a forcément. Mais ce serait fou qu'il y en ait pas plus. Mais ouais, c'est quand même assez important. On va pas se mytho là-dessus. Voilà, donc le Liban. C'est un bel exemple de Rise and Fall, je trouve, de montée redescente, parce que là en plus il y en a deux. C'est sûr que c'est un pays qui aime beaucoup faire des petites vagues. Une toute première montée juste à son indépendance. Et c'est sûr que ça peut être prometteur, mais si un pays prospère dès son indépendance, c'est que forcément il va y avoir une folle après. C'est sûr que tu peux pas juste faire que monter. Il y a forcément un moment où si dès ton indépendance tu fais que augmenter, forcément il y aura un moment où tout va s'écrouler. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en 1975? Il y a eu la guerre civile, voilà, entre les chrétiens maronites, les deux types de musulmans principaux, les chiites et les sunnites, les druzes, et puis tout le reste. C'est vraiment un pays très divisé religieusement. Et on pourrait croire que c'est un pays qui vit en harmonie religieusement parce que il est toujours en un seul morceau, le Liban. Mais c'est assez particulier. Enfin, ne serait-ce que la ville de Beyrouth est 100% divisée en des quartiers. Il y a des quartiers druzes, il y a des quartiers chrétiens et il y a des quartiers sunnites et il y a des quartiers chiites. Je me rappelle plus exactement qui opposait qui dans les guerres civiles. Il me semble que c'est un peu tout le monde contre tout le monde au final, hein, toutes les religions contre toutes les autres religions. Euh, mais voilà, ça fait un beau bordel quand même, pas que dans la capitale, hein, bien sûr, aux alentours, dans tout le Liban, au final, c'est le bordel. On sait même plus trop quelle est la religion prédominante au Liban. Mais c'est sûr que quand tu es dans une région où 98% des habitants sont tous musulmans, c'est dur de pas avoir de musulmans dans le pays. Je pense clairement que l'islam, c'est la religion la plus proéminente enfin, au Liban. En plus, là, j'avais parlé de deux types de musulmans, alors que les autres, c'est qu'un seul type. Les Druzes, je sais pas trop à quelle religion ils appartiennent. J'imagine que c'est leur propre religion. Je m'y connais pas trop. Les chrétiens, je sais qu'ils font une grande partie du Liban. Et je sais qu'en général, quand on parle d'arabes chrétiens, c'est souvent des Libanais. Parce que oui, les Libanais sont quand même arabes. Hein. Je rappelle que tous les arabes ne sont pas musulmans, voilà. Beaucoup, la plupart le sont. Mais il y a aussi du coup des arabes chrétiens, forcément, qui viennent en général du Liban ou de la Palestine. Il y a aussi beaucoup d'arabes chrétiens palestiniens. Et après, il y a aussi les arabes juifs. Ça, c'est pareil, Palestine, surtout Israël quand même, on veut pas se mentir. Parce que à Israël, oui, il y a aussi beaucoup d'arabes. Ils viennent principalement d'Israël, mais aussi quand même de Tunisie. Il me semble qu'il y en a pas mal qui viennent de Tunisie. Et ouais. Ouais, du coup, c'est un pays qui était fortement divisé. Ça m'étonne absolument pas qu'il y ait une guerre civile. Et franchement, ce qui m'étonne le plus, malheureusement, c'est que ce soit pas toujours en guerre civile. On pourrait croire, moi, que j'avais entendu l'histoire de l'explosion, je pensais que justement c'est parce qu'il y avait la guerre civile. Mais en fait, pas du tout. C'est juste, vraiment, ils ont merdé, c'est tout. Y a rien de plus que ça. Normalement, ça devrait pas aller plus loin, mais bon, ça reflète quand même un peu l'instabilité du Liban. On va pas se mentir là-dessus. Enfin, voilà. Dysfonctionnement politique, du coup, enfin gouvernemental, comme j'avais dit. Et voilà, le Liban, le Rise and Fall. Alors j'ai l'impression que c'était légèrement, même pas légèrement, que c'était bien plus court que mes deux autres vidéos de Rise and Fall. Alors que pourtant c'est le script le plus long que j'ai écrit. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop fait de commentaires, j'ai juste lu et lu. En même temps, j'avais rien à dire. J'ai tout écrit. Voilà. Donc, vous savez maintenant ce qui s'est passé un petit peu au Liban depuis son indépendance, comment c'est un peu, c'est une route un peu bumpy, je sais pas comment on dit ça en français, mais voilà, un peu il y a des trucs comme ça, je sais pas comment on appelle ça non plus. Euh, mais voilà, je sais pas comment terminer cette vidéo parce que j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je parle. La semaine prochaine, normalement, je devrais être capable de faire une vidéo. En vrai, je pense maintenant, à partir de maintenant jusqu'à septembre, je devrais être capable de sortir une vidéo tous les dimanches. Normalement, ça devrait aller, on croise les doigts, sauf si je suis à bout d'inspi ou que je suis en grosse dépression. Les deux sont possibles à la fois. Voilà, la semaine prochaine, normalement, je devrais pas être trop en dépression. Enfin, j'espère en tout cas, j'espère vraiment. Je vous ferai un petit pays sur 10, voilà, pour détendre l'atmosphère. J'aurai passé mon bac, donc ce sera, enfin mes bacs.
deux de mes trois bacs, on va dire. J'en ai passé deux sur trois, donc l'atmosphère serait déjà un petit peu plus légère parce que là, je suis légèrement tendu. Donc voilà, on se retrouvera pour un pays sur 10, je sais pas encore sur quoi. Potentiellement sur la Bulgarie, vu que c'est le pays qui a fini deuxième dans le vote d'avant, sauf s'il y a une journée nationale, bien sûr. Dans ce cas-là, ben, on fera sur ces pays. La semaine dernière, j'avais vraiment le seum parce que c'est la journée nationale de la Norvège, mais 2 semaines avant, j'avais déjà fait le pays sur l'île sur la Norvège, donc je pouvais pas le faire. Voilà, c'était triste. Mais voilà, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous avez quand même apprécié la vidéo, même si elle était très 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 courte, surtout comparé aux autres Rise and Fall que j'ai fait. Je pense que les autres ils sont un peu comme ça parce que j'aurais rien à dire non plus. J'ai déjà, je dirais trois quatre idées de d'autres épisodes de Rise and Fall. Je pense que je peux aller au moins jusqu'à 7 épisodes. Mais après, franchement, il y a pas beaucoup d'exemples, hein. Vraiment, je m'attends pas à ce qu'il y ait plus de 10 épisodes dans cette série, hein. Vraiment, c'est des cas très spécifiques. Voilà, je regarde un peu ma carte pour chercher de l'inspi. Et franchement, je vois pas trop. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Liban, malheureusement. En même temps, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le Liban et c'est pas la dernière, normalement. Je pense qu'il y en aura d'autres. Bah, déjà, le pays sur 10 sur le Liban, hein, voilà. Mais ouais, quand on paye à un pays sur 10 un Rise and Fall, et après et un pays principal d'une vidéo résumée, et après peut-être que je ferai aussi une vidéo story time sur le Liban, ça fera un peu beaucoup. Je pense que on va croire que je suis obsédé avec le Liban. Mais bon, en même temps, c'est vrai que le Liban, je trouve, c'est un pays ultra intéressant, justement à cause des divisions religieuses. Donc voilà. Et en plus, j'avais vu une pièce de théâtre sur le Liban en troisième. Au moment, on était allé voir et on nous avait rien expliqué, on nous avait pas expliqué sur quoi ce serait. Et c'était un cours de français et j'étais en mode ouais, ça va être nul. Et en fait, c'était une pièce de théâtre qui racontait l'entièreté de la guerre civile au Liban. Et j'étais choqué. Il y a des gens qui ont fini en larmes et tout. Vraiment, c'était assez dur. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup le Liban. C'est pas, j'allais dire c'est un de mes pays préférés. Non, si j'aime pas le Liban comme ça, je dirais pas ouais j'aime trop le Liban. Mais c'est un pays que je trouve très très intéressant, parmi les plus intéressants à étudier, je trouve. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, c'était pas trop épuisant normalement, ça devrait aller. On se voit la semaine prochaine, la semaine prochaine, pour le pays sur 10, peut-être sur la Bulgarie, peut-être sur Eswatini, je sais pas trop, peut-être sur Malte, je sais pas. Et en attendant, je vous dis bye les papayes.